Envaoula est né en 2003 par là. Je pense que c'était au lendemain donc, de la crise armée de 2002. Vous vous souvenez que cette crise armée faisait suite elle-même à une élection dite calamiteuse en 2000. Or 2000 était le lendemain de 1999, le tout premier coup d'État qu'a connu la Côte d'Ivoire, juste après qu'en 1993, le père de la nation décède. Eh bien, vu donc cette sorte d'expectative, nous avons eu à nous dire que s'il y avait à créer en quelque sorte une sorte de mémoire, eh bien, il fallait mettre à contribution les dessinateurs de presse qui, on le sait, ont le mérite d'aider à se faire une bien meilleure opinion de l'actualité. Du point de vue historique, c'était de créer un support pour la mémoire collective. Du point de vue professionnel, il fallait aussi sortir ces dessinateurs des différents petits canaux des journaux dans lesquels on les indexait, parce que les dessinateurs, après le printemps de la presse que nous avons connu au début des années 90, eh bien, au fur et à mesure que nous partions vers 2000, eh bien, les journaux qui, pour la plupart, leur donnaient l'occasion de s'exprimer, ne paraissaient plus. Donc, ils ont été nombreux les dessinateurs qui ne pouvaient plus s'illustrer. Alors, il fallait leur donner la possibilité de s'exprimer, donc de se retrouver. Et de ce point de vue, je pensais qu'il était bien qu'ils puissent s'appuyer sur des codes dits internationaux, c'est-à-dire au contact de certains dessinateurs qui en avaient suffisamment l'expérience. Et c'est comme ça que j'ai fait venir Patrick Chapat, le dessinateur suisse du journal Le Temps à Genève, et qui dessine à la fois dans le journal Herald Tribune aux États-Unis. Patrick Chapat donc, a pu donc, au cours d'un atelier, eh bien, échanger son expérience avec ses pairs ivoiriens. L'idée de base, je leur ai demandé de mettre en application justement la crise ivoirienne. La Côte d'Ivoire, pays de 322 462 km², est située en Afrique de l'Ouest, entre le Burkina Faso et le Mali au nord, la Guinée et le Libéria à l'ouest, le Ghana à l'est et l'océan Atlantique au sud. Le pays connaît dès son accession à l'indépendance, le 7 août 1960, une période de 30 années de stabilité politique, économique et sociale, sous la gouvernance de Félix Houphouët-Boigny, son premier président. Cette période est si faste et si phénoménale qu'elle est qualifiée de miracle ivoirien. Mais Houphouët-Boigny meurt le 7 décembre 1993. Aussitôt, son pays tombe dans une profonde crise de succession. D'abord, un coup militaire qui renverse le dauphin constitutionnel. Ensuite, une élection calamiteuse qui débouche 2 ans après sur une rébellion armée. Les accords de paix passent et trépassent. En 2007, un gouvernement de réconciliation nationale est formé et l'élection présidentielle, déjà reportée à 6 reprises, se tient finalement le 31 octobre 2010 pour le premier tour. Le taux de participation est un record mondial, plus de 80%. Mais l'enthousiasme des Ivoiriens sera de courte durée, car le deuxième tour de cette présidentielle, qui se tient le 28 novembre, va faire sombrer le pays dans une crise post-électorale qui va coûter la vie à 3000 personnes, mettant la cohésion nationale à rude épreuve. Depuis, chacun dans le pays, avec les nouvelles autorités en place, entrevoit la présidentielle de 2015 comme la véritable porte de sortie de la crise ivoirienne. C'est dans ce contexte que le médiateur culturel Olvis Dablé, à la tête d'une vingtaine de dessinateurs de presse ivoiriens, publie en 2 tomes l'œuvre intitulée « Envaoula ». Il s'agit d'une saga de dessins de presse qui revient avec humour, non sans interpeller, sur plus de 2 décennies d'histoire à rebondissement autour de la conquête du pouvoir en Côte d'Ivoire. Cette œuvre, s'appuyant sur l'autodérision, est à sa façon une contribution citoyenne à la cohésion sociale, mais aussi à une prise de hauteur sur les jeux et enjeux politiques avec leurs conséquences bien réelles sur les populations. À la faveur des élections ivoiriennes de 2015, certains personnages publics et opérateurs économiques en Côte d'Ivoire croisent leurs regards sur le recueil de plumes décalées Envaoula. Côte d'Ivoire, on va où là? Cette crise post-électorale, j'ose même pas y penser parce que, vu le cauchemar que c'était, comment je l'ai vécu avec la plus grande déception et la plus grande tristesse. Parce que comme je vous dis, même dans mes pensées les plus sombres, j'aurais pas imaginé qu'on serait arrivé là. Voilà, donc je préfère ne même pas la commenter, tellement j'ai trouvé cette crise-là misérable pour le peuple ivoirien. Alors moi, j'ai presque pas envie de vous répondre à cette question parce qu'en fait, il ne s'agit pas de comment on a vécu la crise post-électorale, mais il s'agit de comment on a vécu les crises post-électorales.
Parce que depuis 1995, toutes les élections qui se sont succédées ont eu leur lot de crises. Et à chaque fois, hélas, avec une graduation, c'est-à-dire ça montait en intensité. J'espère qu'on n'aura pas donc à revivre ces mêmes événements. Depuis 1995, à chaque fois, on a eu des crises. Et en 2010, comment est-ce qu'elle a été vécue? Comme tous les Ivoiriens. Comme tous les Ivoiriens, de manière douloureuse, extrêmement douloureuse et, comme vous dites, terrée, avec des conséquences directes, indirectes au niveau de la famille. Je suis resté avec ma famille, on s'est mis à l'abri pendant 15 jours sans pouvoir forcément sortir. Donc pour moi, c'est d'abord synonyme de danger, de sécurité. Puis une fois qu'on est dans des conditions plutôt confortable, on pense aux autres, donc c'est aussi synonyme pour moi d'entraide, d'action de solidarité pour aider les gens qui en avaient besoin, des médicaments, des vêtements, et les faire partir, quitter la Côte d'Ivoire ou rentrer à l'intérieur du pays pour ceux qui rejoignaient leur famille et qui étaient bloqués pendant cette crise électorale. Comment est-ce qu'on l'a vécu? On l'a vécu pour la plupart terrés dans nos maisons, sans eau. Oui, pendant quelques jours, sans électricité, pendant encore plus longtemps. 15 jours avec une liberté plutôt restreinte dans ces mouvements, et puis les dangers d'une crise qui déborde, qui passe de la politique à une crise plutôt armée. On ne sait pas forcément ce qui se passe dans la rue. Les rues de Cocody étaient jonchées de cadavres, on ne le dira pas assez, peut-être que beaucoup de gens ont oublié, mais c'était une période douloureuse, c'était une période délicate. Tous les Ivoiriens l'ont vécu douloureusement, mais pour moi, je dirais la crise post-électorale, c'est surtout l'après. Comment penser toutes ces plaies et puis comment reconstruire ensemble. Côte d'Ivoire, on va où là? Je pense honnêtement que l'art et la culture sont pour moi, je dirais, des instruments déjà de prise de conscience. Ça peut aussi avoir un rôle politique, mais au sens de poser les questions, en départ qui soit en dehors du temps, en dehors de l'espace et de toute contrainte quotidienne. C'est un élément essentiel, c'est un ciment de cohésion sociale. L'illustration, le dessin, c'est un art à part entière également, qui permet aux gens de s'asseoir, de partager, de se parler, de se battre par les mots, par les expressions, plutôt que physiquement. Ce sont des vecteurs qui peuvent permettre, d'éduquer les populations, d'éduquer les masses, mais aussi de faire passer des messages importants, des messages fédérateurs. C'est le rôle premier de l'art et de la culture pour l'instant. Il ne s'agit pas que d'un visuel ou d'un esthétisme. C'est vrai qu'il faut que ce soit beau, mais surtout pour l'instant, il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit compréhensible. Donc il faudrait revenir à ces valeurs-là, parce que quand il y a une crise, effectivement, il y a un éclatement social, on recherche des boucs émissaires. Le bouc émissaire, c'est toujours l'autre. L'autre, c'est l'étranger, c'est le plus jeune, c'est le moins jeune, c'est le favorisé, c'est le défavorisé. En faisant revenir l'art et la culture, on a effectivement là un outil essentiel où on peut s'asseoir, partager, quel que soit l'art dont on parle. Côte d'Ivoire, on va où là? On va où là? J'ai acheté le premier tome il y a quelques années et j'ai trouvé le concept édifiant. Honnêtement, j'ai accroché tout de suite. Déjà, je voudrais féliciter les initiateurs de ces recueils, de tome 1 et tome 2. Je les ai parcourus dans le détail, avec beaucoup de sourire. Ils reflètent vraiment parfaitement toute une période de la vie de la Côte d'Ivoire. Alors, je peux vous dire tout de suite que l'œuvre, dans son ensemble, j'ai largement apprécié. Parce qu'elle ressort des planches qui ressortent, j'utilisais ce mot, d'abord notaire, aux différents niveaux de notre société. Et ces planches nous permettent de faire une rétrospective sur ce que nous avons pu faire, j'utilise un mot à la mode à Abidjan, ce que nous avons pu faire de macabre. Voilà, et on peut même en rire aujourd'hui parce que je pense que nous avons vécu pas mal de choses au texte. Et lire ça, ça nous ramène à nos réalités,
malgré tous les vernis qu'on veut passer dessus. Vraiment, je vais dire, on rit de nos propres comédies. Moi, voilà ce que j'en pense, en toute honnêteté. On a vu beaucoup de personnes s'indigner, par exemple, au moment des attentats de Charlie Hebdo, parce que la liberté de la presse avait été attaquée. Mais les dessins de Charlie Hebdo sont finalement très loin de notre réalité à nous. Alors qu'une œuvre comme On va où là, quel que soit le tome, aujourd'hui nous avons le tome 1, nous avons le tome 2, nous aurons sans doute, et je le souhaite vivement, le tome 3 et plusieurs autres tomes à venir, ce sont des dessins qui nous parlent, ce sont des dessins qui nous racontent. Et finalement, ce sont des dessins qui nous permettent de nous comprendre les uns les autres à travers ces regards, parce qu'il y a différents artistes. Il y en a plusieurs que j'ai appréciés, mais personnellement, je vais vous dire, celui que j'ai apprécié, c'est celui qui dit « Bravo les éléphants ». Je ne sais pas si vous voyez duquel je parle. « Bravo les éléphants », où on voit toutes les composantes de la nation, en fait, aussi bien politique qu'autre chose, en train de se sauter. C'est juste la preuve que nous sommes d'abord un peuple et que nous avons un destin commun et que nous pouvons partager, je veux dire, des joies. Voilà. Et ces joies-là que nous devons partager, pour moi, ne doivent pas rester que celles des éléphants, les éléphants sportifs. Je veux dire, cette joie-là doit être collective dans notre avancement en fait commun. Alors pour moi, j'ai en tête deux dessins. Un dessin du premier tome qui montre un des présidents de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, en train de donner un cours magistral à propos de la notion culturelle de l'ivoirité. Et qui sur le dessin et sur le tableau en fait accentue la cible de ce concept-là qui à l'époque est le candidat ou l'opposant Alassane Dramane Ouattara. Et quand on reprend peut-être quelques années plus tard dans le tome 2 une autre image du rôle des politiques dans cette crise-là, je me souviens d'un dessin où on voit un député qui revient dans son quartier parce que c'est le moment des élections, il n'a rien fait depuis qu'il a été élu et il est en campagne pour rappeler que cette fois-ci, il va faire ce qu'il a promis évidemment et que cette fois-ci il a un projet et que cette fois-ci, vous allez voir, en votant pour lui, tout va changer. Il y en a un qui m'a marqué particulièrement, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je peux vous dire c'est un dessin qui se trouve dans le tome 2 et qui parle des étrangers, où il y a 2 ou 3, je crois, personnes qui s'interpellent en se taxant, je crois, d'étrangers, mais en remontant à l'arrière-grand-père, de l'oncle, de trucs qui a expliqué à l'autre que le petit-fils de XY était étranger. Donc la question se pose, qui est l'étranger finalement? J'étais au tome 1, que je vais prendre d'ailleurs, et à la page 29, si je ne me trompe pas, à la page 29, quand ce dessin-là en bas de page m'a totalement frappé, cette petite bande-là. Et en fait, pourquoi? Parce que dans ce dessin-là, on se rend compte qu'en fait, on était dans une confusion totale. On parle dans ce dessin des rebelles, qui au début étaient des mutins, qui ensuite étaient des putschistes, qui enfin étaient des rebelles, qui ensuite se sont appelés des nouvelles forces ou des forces nouvelles. Mais finalement, tout le monde disait un peu tout, ne sachant pas réellement quoi dire. Et donc c'est ce dessin-là en particulier que j'ai aimé, parce que quel que soit le camp, quels que soient les protagonistes qu'on aurait pu interroger, là il s'agit des rebelles, mais quels que soient les protagonistes qu'on aurait pu interroger, je pense que personne ne savait réellement ce qu'il avait comme position, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il devait défendre, ou qu'est-ce qu'il devait revendiquer, ou qu'est-ce qu'il devait chercher à protéger. C'était un peu confus. Côte d'Ivoire, on va où là? Mon appel de toute façon, il est permanent parce que je fais. Je distribue des instruments du savoir à la Côte d'Ivoire. Et qui parle de savoir ne peut pas parler de guerre, qui parle de savoir parle forcément de paix. Voilà, et le message que je porte, c'est de dire aux Ivoiriens que nous avons encore un long chemin à faire ensemble, difficile, de travail, d'unité, de discipline comme notre devise pour arriver donc à cette paix-là, et qu'ensemble nous pouvons y arriver et que chaque Ivoirien doit penser à cette devise et faire en sorte que la paix soit le socle en fait de notre avancée, de notre développement. Voilà, juste pour ne pas citer notre président Félix Houphouët-Boigny. Alors moi je ne lance jamais d'appel.
Je laisse le soin à d'autres personnes de lancer des appels si elles en ont envie, mais moi je ne lance pas d'appel. Je parle avec mon cœur. Donc je pourrais dire que c'est plutôt des cris de cœur que je pousse, ou des coups de gueule parfois aussi, mais ce n'est jamais des appels. La démocratie, la paix en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous voulons tous finalement? Nous voulons un avenir pour nos enfants. Nous voulons un pays suffisamment stable pour que nos entreprises fonctionnent. Nous voulons un pays suffisamment développé pour que nous ayons d'abord envie de rester dans ce pays. Quand je pense à toute cette vague de migrants qui se noient tous les jours dans la Méditerranée, c'est parce qu'aucun de leurs pays, aucun de nos pays ne donne envie. Donc c'est un cri de cœur, oui. C'est un coup de gueule aussi également. Prenons nos responsabilités. Bâtissons ce pays ensemble. Redonnons-lui sa dignité, redonnons-lui ses lettres de noblesse. Mettons chacun une pierre à l'édifice de la paix et de la démocratie. La politique et la démocratie sont des choses nobles et qui sont constructives et positives quand elles sont bien faites, avec des objectifs très clairs et qui pour moi sont ceux de s'occuper de tout un peuple, de toute une nation et faire que le pays avance. Donc d'abord un premier appel qui consiste à créer plutôt qu'à détruire, un deuxième appel qui consiste à reprendre et paraphraser l'image du père fondateur de la Côte d'Ivoire en disant que la paix et puis le développement, c'est pas un vain mot, la démocratie non plus, c'est plus un comportement. J'y ajouterais que c'est une conscience d'abord. La paix et la démocratie s'apprennent. C'est la possibilité d'être dans le contre-pouvoir et pas forcément d'être dans un parti politique quel qu'il soit. C'est être curieux, être conscient et s'intéresser à demain plutôt qu'à vouloir s'intéresser au quotidien. C'est ambitieux, pour ma modeste personne de vouloir lancer un appel. La seule chose que je puisse dire, et c'est ce que j'espère pratiquer dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre pour soi-même, pour les autres, pour le droit à l'école, le droit à l'éducation, donc le droit à la santé, le droit bien sûr à la parole, mais tout cela dans le respect des autres. Il y a une citation connue qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je crois qu'il faut la prendre en compte et voilà, la vivre. Et la liberté peut s'exercer, on peut la demander, mais voilà, il y a des limites, donc celle du respect des autres pour pouvoir vivre ensemble et pour pouvoir avancer ensemble. Rien ne s'acquiert dans le sang, je pense.